Le lecteur se retrouve dans le duché de Bright Moon. C'est une nuit noire dehors. Tout le monde dort déjà, et seules quelques lanternes illuminent la rue. À l'intérieur, notre héros dort profondément, perdu dans un doux rêve. Dans son sommeil, il soupire et se retourne. Ce faisant, le lecteur remarque quelque chose. Il n'est pas seul dans le lit. Allongé à côté de lui se trouve une fille nue aux cheveux rouges. Le héros ouvre légèrement les yeux. Rouge de honte et de plaisir, il tend la main vers la fille, en murmurant le mot « femme ». Soudain, la foudre frappe et le tonnerre gronde. La fille aux cheveux roux se lève avec indignation et commence à crier sur Zonia. Ici, le lecteur apprend enfin le nom du personnage principal. Le type est choqué et confus. Il s'avère que la fille allongée à côté de lui n'est pas du tout sa femme, mais la petite sœur de sa femme. Il n'avait pas réalisé que c'était elle. Zonia commence à transpirer nerveusement car il était sûr que Chin était celle qui dormait à côté de lui. La fille n'écoute pas son explication. Elle crie fort à l'aide en criant que Zonia s'est introduit dans ses appartements. Zonia se réveille complètement et réalise avec horreur qu'il est effectivement dans les appartements de la sœur de sa femme. Il se demande comment il est arrivé là, mais il n'y a pas le temps de réfléchir. Les gardes arrivent déjà. Sans hésitation, il se lève et court vers la sortie. Une seule pensée lui traverse l'esprit. S'il se fait prendre, il est fichu. Zonia court dans la nuit pluvieuse, trébuchant encore et encore, parvenant à peine à échapper à ses poursuivants. Des pensées de mort tourbillonnent dans sa tête, mais il a déjà un plan. Il va quitter la ville. Malheureusement, il n'y arrive jamais. Quelqu'un surgit de derrière et le frappe. Le coup envoie Zonia s'écraser au sol, inconscient. Derrière lui se tient un grand homme musclé en habits nationaux et un chapeau traditionnel. D'une voix menaçante, il se moque de Zania pour être trop lent. Déchet paresseux. L'homme attache Zania inconscient à l'arbre le plus haut de la forêt. Zonia n'a aucune chance de résister. La foudre frappe soudainement l'arbre et il meurt instantanément. L'homme sourit avec satisfaction. Maintenant, il n'a plus qu'à effacer ses traces pour que personne ne le soupçonne. Il marmonne pour lui-même que tout a été arrangé parfaitement. Pour le monde, il semblera qu'un gendre qui a osé agresser la sœur de sa femme a été frappé par la punition du ciel. Le méchant se fiche du genre de vie qu'a vécu Zonia. Pour lui, Zonia n'était rien d'autre qu'un fainéant sans talent et analphabète qui ne méritait pas de vivre sous le toit du duc. Il accuse Zonia d'oser contester l'héritier légitime de la dynastie Zhou juste en existant. Puis il rit sombrement, disant que mourir était une chose louable après tout, mais c'était dommage que Zania n'ait rien fait de valable de son vivant. Au même moment, dans notre monde, un orage fait rage. La foudre éclaire, le tonnerre gronde, et tout le monde reste à l'intérieur de sa maison. Dans une pièce sombre, un jeune homme aux cheveux bleus, semblable à ceux de Zonia, est assis devant son ordinateur. Bien qu'ils viennent de mondes différents, la ressemblance est frappante. Le jeune homme tape frénétiquement, se disputant en ligne, complètement inconscient de ce qui l'entoure. Soudain, une boule de foudre bleue et brillante apparaît dans la pièce. Le type plisse les yeux contre la lumière aveuglante. Elle devient de plus en plus brillante jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la supporter. Il crie de panique, pensant que ça pourrait être une boule de feu. Puis tout son corps est soudainement paralysé. Terrifié, il réalise que quelque chose lui arrive qu'il ne peut pas comprendre, puis il disparaît. La pièce est laissée vide, l'ordinateur toujours allumé avec les fenêtres de discussion ouvertes brillant sur l'écran. Le type dérive maintenant dans l'espace complètement nu. Il essaie de toucher son corps, mais sa main le traverse comme de la brume. Soudain, une voix mystérieuse l'accueille. Surpris, il regarde autour de lui et exige de savoir qui parle. La voix ignore ses questions et déclare à la place, Compte Keyboard Warrior créé avec succès. Lorsque les conditions nécessaires sont remplies, les fonctions correspondantes se déverrouilleront. Le type est déconcerté. Quel guerrier du clavier? Quelle fonction? Pourtant, il ne peut s'empêcher de penser que le titre lui convient étrangement. La voix continue, pour déverrouiller les fonctions, il doit collecter 12 anciens écrits de terres inconnues. Chaque écrit correspond à l'une des touches F1, F12 déverrouillant un pouvoir spécifique. Un clavier lumineux se matérialise devant lui. Il le reconnaît immédiatement. C'est son propre clavier. La voix dit au revoir et s'estompe. Le jeune homme demande frénétiquement où trouver les terres inconnues, comment collecter les écrits et comment quitter cet endroit étrange. Mais avant qu'il ne puisse obtenir des réponses, un tourbillon brillant s'ouvre derrière lui. Il l'attire malgré ses cris. La conscience s'estompe et à travers les courants impétueux, il entend des voix étouffées. Quelqu'un dit qu'ils ont trouvé un cadavre couvert de brûlures clairement frappé par la foudre. Un autre murmure que c'est le mari de la fille aînée du duc. Un troisième raconte qu'il a agressé la jeune sœur de sa femme le soir de son mariage. Le jeune homme ouvre les yeux. Il voit des guérisseurs examiner son corps. Ils conviennent que tout indique une mort par foudre, ce qui exclut commodément le meurtre. Le cadavre se redresse soudainement en toussant violemment. Les guérisseurs hurlés se dispersent, terrifiés. Seul le médecin-chef est trop choqué pour fuir. Le type regarde autour de lui, confus. Les gens sont étrangement habillés et parlent une sorte de chinois qu'il ne comprend pas tout à fait. Il se demande si c'est la réincarnation, un voyage dans un autre monde ou même une punition au paradis ou en enfer. À voix haute, il ne dit qu'un seul mot, bonjour. À ce moment,
Tout le monde se tourne vers une clairière où s'approchent deux jeunes filles d'une beauté époustouflante. L'une porte une couronne. Toutes deux sont vêtues de robes moulantes qui mettent en valeur leur silhouette. Les yeux du type pétillent de joie et il lâche « Quelle beauté !» La jeune fille le regarde avec colère. Elle l'appelle Zonia et se moque de lui, disant que si la foudre ne l'a pas tué, alors même les cieux ont refusé d'accepter de telles ordures. Le jeune homme ne réalise pas encore qu'il a pris la place de Zonia. Il pense seulement que c'est une coïncidence que ce perdant ait le même nom que lui. La fille se met de plus en plus en colère face à son regard vide. Elle l'accuse de faire semblant d'être un imbécile et l'avertit de ne pas prétendre avoir perdu la mémoire. La jeune fille couronnée finit par parler. Elle dit à la servante de ne pas le gronder car il est après tout son mari. La vérité lui apparaît. Il est vraiment Zonia maintenant. Tout le monde parlait de la beauté de la fille aînée de la famille Chu et de sa servante, et ils ont été surpris par l'impudence du type qui a sauté dans le lit de la sœur de sa belle épouse. Zuan s'en fichait. Il n'écoutait personne. Il était juste allongé aux pieds de sa femme. Il lui a demandé son nom et a essayé de s'approcher d'elle. La jeune fille se tenait perplexe et la servante se plaignait de la façon dont il ne pouvait pas reconnaître sa femme même si cela ne faisait que quelques heures depuis le mariage. Le type a dit qu'il n'avait rien oublié parce qu'il n'était pas un homme soumis qui ferait s'inquiéter sa femme pour lui. Il plaisantait juste pour désamorcer la situation ou alors a dit Zuan allongé sur l'herbe et étreignant la jambe de sa femme. La servante était en colère. Elle a commencé à éloigner le type de sa maîtresse en lui disant de ne pas lui tenir les jambes. Le type a essayé de se débarrasser de la servante en lui disant qu'elle ne pouvait pas lui faire ça parce qu'il était le mari de sa maîtresse. La jeune fille ne se souciait pas de Suanya. Elle a dit qu'elle ne s'inquiétait pas pour lui et qu'il était temps de rentrer à la maison. À ce moment-là, Zuan harcelait déjà la servante, lui étreignant la jambe avec un regard heureux. Ils ont atteint la voiture. La servante est rapidement montée dans la voiture avec sa maîtresse. Zuan n'a pas pu les suivre. Il était en colère que les filles ne prennent même pas la peine de l'aider. Il a décidé que lorsqu'il rentrerait à la maison, il leur apprendrait à être intelligente. Soudain, la servante a dit au cocher de partir. Zuan était en colère. Il n'était pas encore monté. Comment pouvait-elle dire que c'était d'accord de partir? Le type a décidé de se venger. Il a brusquement couru dans la voiture. Voyant les jambes nues de la servante, Zuan a décidé de s'asseoir dessus, mais la jeune fille n'a pas eu le temps de les éloigner. Le type s'est laissé tomber sur le siège. En face de lui, sa femme était assise. Il lui a fait un clin d'œil. Soudain, Swan a remarqué qu'elle lisait quelque chose. Il a regardé le titre du livre. Il s'appelait 99 jours d'amour interdit d'une femme sophistiquée, d'un amant et d'un épéiste despotique. La jeune fille a immédiatement vu que le type avait lu le titre. Embarrassée, elle a mis le livre derrière son dos. Après cela, elle s'est tournée vers la servante par son nom et lui a demandé de la laisser rester dans la voiture de Zuan. Le type n'arrêtait pas de la regarder et la jeune fille lui a dit d'arrêter de regarder. Zuan a répondu qu'il n'avait rien vu. Le type lui-même à l'intérieur pensait que sa femme avait honte et il en riait tranquillement. Puis il s'est souvenu de ce que le système avait dit. Zuan a décidé de demander si sa femme avait entendu parler des terres non identifiées et si elle savait où elles se trouvaient. Zue l'a interrompu et lui a demandé comment il connaissait les terres non identifiées. Le type a éludé la réponse et a seulement dit que quelqu'un lui en avait parlé. Xue a été très surpris. Sa femme lui a dit sévèrement de se souvenir qu'il ne devrait plus jamais poser de questions sur ces terres. Après cela, ils ont roulé en silence dans la voiture. Immédiatement à l'arrivée, un conflit a éclaté. Il était interdit à Zuan d'entrer par la porte d'entrée, et maintenant il demandait avec indignation de quoi il s'agissait. Zhu lui a répondu que seuls les membres de la famille Chu pouvaient entrer par la porte d'entrée, et qu'il n'était qu'un gendre vivant dans la maison de sa femme. Et s'il ne voulait pas gâcher l'ambiance de tout le monde, alors qu'il entre par la porte latérale. Wu Zuan a décidé de se moquer un peu de Zue. Il a dit que sa langue était comme un serpent venimeux et que son petit ami devait être mort de ce poison il y a longtemps. La jeune fille s'est fâchée à cause de ces mots et a décidé de le frapper. Elle a balancé mais n'a pas eu le temps de frapper. Zuan a fait semblant d'avoir déjà été touché et est tombé au sol, tout cela dans le but d'être opposé et de ne pas être touché en même temps. Zue était perplexe. La femme de Zuan est arrivée. Elle a dit à la servante qu'elle devait traiter Zuan avec respect parce que quoi qu'il fasse, il est resté son mari. Après ça, la fille s'est approchée de Zuan, lui a demandé s'il était blessé et lui a conseillé de ne pas perdre de temps parce que son père et sa mère les attendaient depuis longtemps. Le type était contre. Il pensait qu'il commençait à bien le traiter. Il a essayé de prendre sa femme dans ses bras, mais elle a esquivé son étreinte. Zue était en colère. Elle a dit que Zuan avait fait une chose terrible pendant la nuit. Elle se demandait comment un type pouvait se comporter comme si de rien n'était. N'avait-il pas honte? À la fin, elle a ajouté qu'ils allaient voir quel genre de punition le père et la mère de la maîtresse lui avaient préparé. Soudain, Zuan a commencé à dire qu'il avait mal. Zue a demandé à la dame ce qui n'allait pas chez lui. Elle a répondu que les gens disaient qu'il avait été frappé par la foudre. Peut-être à cause de ça, il était encore très faible. Le type faisait semblant parce qu'il avait oublié cet incident infernal. Il avait besoin de gagner du temps pour élaborer une stratégie. Au même moment, sa femme a dit de s'occuper de lui, Zur, parce qu'elle devait voir ses parents. Le type a fait semblant de perdre connaissance.
Des gens l'ont emmené quelque part. Il a entendu que quelqu'un avait demandé de l'eau pour le rafraîchir. En ouvrant les yeux, Xuan a vu des gens quitter le jardin. Il était allongé sur un banc près de l'étang. Le type s'est levé et s'est dirigé vers l'eau. En se regardant, Xuan a compris pourquoi il était regardé avec un tel dégoût. À cause de cette satanée foudre, il ne ressemblait plus du tout à un humain. Soudain, quelqu'un l'a poignardé dans le dos alors qu'il était nu. Le type a volé en avant et est tombé dans le lac. Xuan a pensé que quelqu'un voulait le tuer. Peut-être que l'un des 7 choux a décidé d'organiser un accident pour se débarrasser de son gendre à cause de cet incident très médiatisé. Le type a immédiatement nagé vers le haut. Il a fait semblant de ne pas savoir nager. Il a commencé à se débattre dans l'eau et à appeler à l'aide. Sur le rivage, il a vu Xue sourire joyeusement. Xuan se demandait si elle voulait le tuer ou si c'était sa femme qui avait conspiré avec elle contre lui comme dans un roman d'amour. À la fin, il a décidé de faire semblant d'être mort. Il s'est allongé sur le dos, a fermé les yeux et a ouvert la bouche comme un vrai noyé. Xue était contente. Elle ne s'attendait même pas à ce que Swan meure si vite. Elle pensait juste quel faible il était. La fille a cloué le type au rivage avec un bâton pour s'assurer qu'il était mort parce que le type pouvait juste être inconscient. C'est là que Xuan l'a attrapé. Il a attrapé Xuan par la jambe et l'a traîné au fond du lac. La fille a seulement réussi à crier qu'il était vivant. Xue essayait de nager vers la surface tandis que Xuan s'accrochait toujours à ses jambes. En conséquence, elle a réussi à sortir et à faire entrer de l'air dans ses poumons. La fille a également réussi à utiliser une vigne et à s'accrocher à un arbre avec son aide. Après ça, Xuan a traîné Xue au fond à nouveau et elle a lâché la vigne de ses mains. La fille est allée au fond. Le type a commencé à remonter à la nage. Shin était allongée sur le sol, inconsciente. Jonia était assise à côté d'elle et pensait que si elle était muette, elle gâcherait une belle bouche et de beaux cils. Il se demandait ce qu'il devait faire ensuite. Jonia a réalisé que quelqu'un dans le clan avait essayé de le tuer et qu'il était bien trop dangereux de rester. Ce monde lui était complètement inconnu. Il n'avait aucune connaissance historique et ne comprenait pas les coutumes locales. De plus, l'ancien propriétaire de ce corps avait commis un acte ignoble. Donc, si Jonia tentait de s'enfuir maintenant, il serait presque certainement condamné. Pourtant, il pense que si son ennemi a mis en scène l'accident pour cacher un meurtre, alors le tueur devait vouloir le secret. Personne n'oserait assassiner ouvertement, ce qui signifie que le risque de rester pourrait valoir la peine d'être pris. Shin était immobile depuis trop longtemps. Peut-être qu'elle était morte, pensa Xuania, et il ne voulait pas non plus devenir un meurtrier. Il a placé sa main sur sa poitrine et a écouté. Il n'y avait pas de battement de cœur. Paniqué, il a commencé des compressions thoraciques, essayant d'expulser l'eau de ses poumons. Une voix a demandé depuis derrière ce qu'il faisait. En se tournant, Jonia a vu sa femme debout là, les bras croisés et le regardant avec une expression sévère. Il a rapidement essayé d'expliquer qu'il sauvait Shin, et qu'il ne la touchait pas de manière inappropriée. Elle lui a brusquement ordonné de s'écarter, s'est penchée sur Shin et a commencé à chanter. Jonia était surpris. Il pensait que sa femme n'était pas une artiste martiale. Avec des yeux brûlants, il la supplia de lui enseigner. Peut-être qu'il avait un talent caché, pensa-t-il. Elle répondit froidement qu'il était trop tard. Son squelette était déjà formé et son aptitude naturelle était médiocre. Puis elle a exigé qu'il l'appelle Madame Chu ou Madame Chu. Jonia s'est exécuté maladroitement en l'appelant cher Shin. Shin s'éclaircit la gorge, toussa de l'eau et se redressa. Missu Chu a commencé à l'interroger sur ce qui s'était passé, mais Jonia l'a interrompu. Si la servante n'avait pas essayé de le tuer, qu'il avait fait? Il a décidé de ne pas gâcher sa relation avec Shin ou qui que ce soit, alors il a menti. Il était simplement tombé dans l'étang, et Shin était allé le sauver. Heureusement, il savait un peu nager, et elle l'avait sorti. Shin regarda sa servante avec incrédulité, mais la servante ne lui laissa pas le temps de répondre. Shin se leva et dit qu'elle et Xuania étaient trempés et qu'ils devaient se laver et se changer avant le dîner. Jonia taquina Shin en lui demandant s'ils allaient se changer ensemble. Elle claqua et lui dit de se taire. Plus tard dans la nuit, Jonia se faufila dans le couloir du palais pour se tenir devant la chambre de Shin et l'espionner avec sa servante. La servante offrit des graines à sa maîtresse. Shin refusa, disant que ces choses lui casseraient les dents. Jonia les entendit commencer à parler de lui. Shin demanda à la servante si le comportement de son mari lui semblait différent maintenant. La servante répondit que Jonia n'avait jamais été aussi ingérable auparavant. Quelque chose avait changé. Elles se demandèrent si la foudre pouvait en être la cause. Shin laissa échapper un rire. La servante demanda alors pourquoi Shin n'avait pas puni Jonia pour l'incident de la nuit précédente. Shin répondit que l'incident était étrange et qu'elle devait d'abord consulter ses parents. La servante ricana en regrettant que la foudre n'ait pas tué la poubelle, car alors la maîtresse n'aurait pas à perdre de temps avec lui. Shin réprimanda la servante pour avoir parlé ainsi, mais Jonia ne put le supporter. Il poussa la porte et, en bâillant, entra dans la pièce. Shin demanda pourquoi il était venu. Jonia, embarrassée et effrontée, répondit qu'il faisait sombre et orageux dehors, un tel temps le rendait toujours somnolent, et demanda si un mari et une femme ne devraient pas dormir dans le même lit. Shin claqua et le frappa plus fort. La servante rit en disant que Jonia avait l'audace de rêver d'une nuit avec une si belle maîtresse. Xuania dit qu'il comprenait.
La servante demanda s'il était malade. Zuania pensa à la façon dont l'ancien propriétaire du corps n'avait aucune relation étroite avec Shen. Il avait besoin d'un plan pour gagner sa faveur et empêcher le clan d'apprendre quoi que ce soit. On lui demanda s'il allait bien. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se leva d'un bond et cria à travers le palais que comment une femme pouvait-elle refuser de partager un lit avec son mari. Shen mit sa main sur sa bouche pour le faire taire et tira la porte pour la fermer. Avant qu'elle ne puisse retirer sa main, Jonia, espiègle, lécha sa paume. Elle rougit et retira brusquement sa main. Jonia, à la fois sévère et en colère, dit à Shen que si elle refusait de coucher avec lui, quel genre de relation pourrait-il avoir? Il menaça de sortir le lendemain et d'annoncer son grief à tout le clan, disant que les gens jugeraient alors lequel d'entre eux perdrait le plus de réputation. Shen l'avertit de ne même pas y penser. Jonia haussa les épaules en disant qu'il n'avait plus rien à perdre. Sa réputation était déjà ruinée. Il ajouta qu'en faisant cela, il prouverait au jeune homme la vérité de sa vertu. Shen demanda, incrédule, s'il souhaitait vraiment coucher avec elle. Il dit oui sans réfléchir et supposa qu'elle refuserait. Au lieu de cela, Shen déclara soudain qu'il devrait coucher avec la servante ce soir. La servante et Zuania furent stupéfaits. Zuania protesta avec confusion et demanda à Shen si elle plaisantait. Shen expliqua froidement que pendant qu'il la sauvait plus tôt, il avait probablement touché chaque partie qu'il pouvait atteindre et que la servante, en tant que concubine servante, devait remplir ses devoirs. Zuania se demanda quelle étrange coutume permettait à une femme d'être envoyée dans le lit d'un mari. Peut-être que les graines offertes plus tôt contenaient des drogues. En même temps, Shen glissa discrètement une aiguille de ses cheveux et la cacha dans sa main. La servante, en sanglotant, s'excusa auprès de sa maîtresse. Jonia pensa que si la servante s'en souciait si peu, pourquoi devrait-il s'en soucier? Il appela la servante et lui dit qu'il viendrait la voir avec des vêtements. Shen, cependant, craignait qu'un espion ne se cache dans leur clan et espérait que ce n'était pas la servante. Les cris d'aide de Jonia résonnèrent à travers le palais nocturne. À moitié nue, la servante s'assit à côté de lui alors que les autres riaient en disant qu'il l'avait surestimé. Il n'était même pas un homme. Terrifié et humilié, Jonia fuit la pièce nue dans la nuit. Shuyan demanda ce qui s'était passé, mais Jonia l'ignora et s'éloigna rapidement. Il marcha jusqu'à ce qu'il puisse penser. Peu importe à quel point le jeu semblait difficile, il trouverait une issue, se dit-il, mais il ne savait pas comment. À genoux, il commença à crier que s'il devait mourir, cela ne pourrait pas être pire. Un grand vieil homme apparut alors derrière lui. Il affirma que l'impuissance de Jonia était causée par un sceau de liaison placé sur lui dans son enfance. C'était terrible, dit le vieil homme, mais cela pouvait être corrigé. Zuania cessa de pleurer et pressa le vieil homme de lui donner des détails. Qui aurait pu faire ça et comment cela pouvait-il être supprimé? Le vieil homme ne savait pas qui l'avait placé, mais il dit avec certitude que le sceau avait été mis dans l'enfance. Sinon, le symptôme ne serait apparu que maintenant. Le sceau, avertit-il, était dans un endroit très vulnérable et ne pouvait pas être enlevé de l'extérieur sans causer de dommages internes. Zonia reconnut le vieil homme, le vieux Mei, qui travaillait comme jardinier pour la famille Chu, arrosant les fleurs, plantant et balayant la cour. S'accrochant à lui, Zonia implora de l'aide. Le vieil homme dit que seul Jonia lui-même pouvait aider. Il doit progresser pour devenir un grand maître en améliorant son kai. Jonia réagit avec désespoir. Shen lui avait déjà dit qu'il ne pourrait jamais être un épéiste. Les traits naturels de son corps étaient médiocres. Il craignait de ne pas être destiné à devenir grand et qu'il valait peut-être mieux mourir. Le vieil homme l'arrêta et promit qu'il avait une méthode qui lui conviendrait même si elle était étrange. Xuani, pensant que des méthodes plus étranges donnaient parfois des résultats plus forts, demanda ce que la méthode exigeait. Le vieil homme a dit sans détour que Zuan devait endurer des coups. Plus la douleur est vive, plus il serait facile de percer. Zuan a hésité, trouvant ça dégradant, mais a réalisé qu'il n'avait rien à perdre. Après l'hésitation de Zuan, le vieil homme Mei a crié et a exigé de savoir s'il voulait devenir plus fort. Zuan a répondu en criant qu'il le voulait. Le vieil homme, souriant, a jeté le parchemin dans les mains de Jonia et a commencé à partir. Perplexe, Jonia a demandé pourquoi le vieil homme aiderait. Il n'était ni ami ni ennemi. Le vieil homme Mei a répondu joyeusement qu'il ne lui restait que peu de temps et qu'il ne souhaitait pas qu'une technique précieuse meure avec lui. En vérité, le vieil homme cachait son véritable motif. Après de nombreuses années, il avait finalement trouvé un vaisseau approprié. Une fois que Zuan aurait atteint le niveau de grand maître, le vieil homme prévoyait de se débarrasser du corps d'eunuque maudit de Zuan. Il a gloussé en pensant au temps qu'il avait attendu. Zuan a examiné le parchemin mais n'a rien trouvé d'utile. Il a failli le jeter, mais une notification est apparue sur le tableau de bord invisible. Une ancienne écriture avait été découverte, appelée le Sutra du Nirvana du Phénix. Le système a demandé si Zuan souhaitait activer le clavier. Confus mais curieux, il a répondu oui. Des fils brillants se sont élevés du parchemin et se sont tordus en un clavier. Le système a annoncé que l'écriture avait été absorbée. Les fils se sont rassemblés et une petite fille, l'avatar du système, s'est matérialisée. Elle a déclaré que la première écriture avait été reçue et que la touche F2 avait été activée. Le système de points de rage et une fonction de loterie ont été débloqués.
Jonia a demandé à la fille si elle lui avait parlé tout le temps et si c'était un rêve ou la réalité. Submergé, il a serré l'avatar dans ses bras. Elle n'a pas aimé ça, l'a frappé à la tête et l'a jeté. Puis elle a expliqué que, parce qu'il avait activé les fonctions du clavier pour la première fois, il avait droit à 3 tirages de loterie gratuits avec une forte probabilité de gagner et sans limite de rang. À côté du clavier se trouvait un bouton intitulé prix. Xuan l'a pressé avec impatience. Le premier prix de la touche Q a matérialisé la balle de plaisir d'une femme riche. Le système a ri et a expliqué que cet objet convertissait la douleur infligée par une femme riche en plaisir. Il ne réduisait pas les dégâts, mais tant que l'effet restait, le porteur ne mourrait pas de dégâts mortels. Le coup fatal final serait plutôt bloqué. Jonia était déçu. Ça avait l'air inutile. Le système lui a dit qu'il pouvait placer l'objet dans le panneau d'objets et le retirer avec Q. Encouragé, Jonia a relancé la loterie. Cette fois, le lutin violet a fait apparaître un poignard empoisonné. Il a glané, imaginant une arme à 999 piles. Le système s'est moqué de sa cupidité. Il a averti que celui qui avait goûté à ce poignard était mort immédiatement. Même la moindre léchouille serait fatale. Jonia était ravi de recevoir un objet aussi puissant. Puis, horrifié, il réalisa qu'il avait automatiquement léché la lame. Il l'a retirée de sa bouche et a reculé, choqué d'avoir tendu la main et l'avoir goûté sans le vouloir. Il a essayé d'appuyer à nouveau sur le prix, mais une alerte l'a informé que la loterie gratuite était terminée. Il a cliqué frénétiquement sur le bouton plusieurs fois, en criant pour en avoir plus, mais rien ne s'est passé. Le système l'a informé qu'une partie coûtait 100 points de rage, et sa rage était de 0. Furieux, Jonia a fracassé le bouton de prix en vain. L'avatar du système l'a réprimandé et l'a frappé à la tête à nouveau. Jonia s'est plaint que le système était cruel et a imploré pour un système plus facile. Il s'est demandé pourquoi sa rage était à 0. N'était-il pas certain qu'il pouvait générer de la rage? Puis il s'est souvenu du sutra du nirvana du phénix qu'il venait d'absorber. Peut-être que les avantages associés avaient été consommés. Le désespoir s'est transformé en espoir lorsqu'il s'est rappelé qu'il devait appuyer sur F2 pour utiliser le sutra. Il a appuyé sur F2. Une invite lui a demandé s'il voulait étudier le stupa du nirvana du phénix. Il a sélectionné « Oui ». Des fils dorés ont enveloppé son corps, le remplissant d'une chaleur agréable. L'air est devenu doux et ses membres se sont remplis de force. Lorsque les fils se sont estompés, le système a affiché une silhouette de son corps avec des nœuds dorés. Des messages ont annoncé que le sutra avait été maîtrisé. L'hôte avait absorbé le kai original, 9 sphères d'énergie ont été rassemblées et des niveaux supérieurs étaient disponibles. Xuan s'est rendu compte qu'il avait en effet absorbé le kai original du système de cultivation. Pour tester sa nouvelle force, il a frappé un arbre voisin. À son grand étonnement, sa puissance avait augmenté. Il a fissuré la surface de l'arbre. Le coup a quand même piqué, donc sa sensibilité est restée et la douleur a généré une petite quantité de points de rage. Pendant que Xuan se testait, il s'est habillé. Bien que ses bras mangeaient encore, il a vu que la silhouette du corps du système affichait son niveau de cultivation, utile bien qu'obscur. Il a essayé de suivre la méthode masochiste du vieil homme et s'est blessé intentionnellement plusieurs fois, mais le gain d'énergie était minime. Il semblait que cette méthode nécessitait une acceptation subconsciente authentique de la douleur, le mal mis en scène de force produisait peu d'effet. L'approche masochiste, a-t-il conclu, pourrait échouer. Soudain, le cri de colère d'une femme a percé l'air. La porte a volé de ses gonds lorsqu'une fille aux cheveux roux l'a défoncé. Xuan a immédiatement réalisé que c'était la sœur de sa femme, Shin. Le pied de quelqu'un dans des chaussures roses avec un pompon a piétiné durement la table. Une fille aux cheveux roses avec des couettes sur la tête a mis sa main sur le côté et a demandé à Xuan, qui se tenait juste devant elle, pourquoi il l'avait déjà oublié. Elle a touché sa joue, mais il avait seulement l'air embarrassé et pensait qu'elle était très mignonne. Soudain, la fille a sursauté et a demandé avec colère pourquoi il la fixait. Un panneau est apparu au-dessus de sa tête, point de rage reçu de Chu Yuan Jiao plus 10. Xuan a semblé surpris par la valeur de rage croissante et a ri. La jeune fille était tellement colérique qu'elle ne s'est même pas souciée des formalités. Encore une fois, il a appelé Chu sa petite sœur et a dit qu'il avait toujours été intéressé par une question. Elle a demandé ce qu'il voulait savoir. Xuan, assis à la table en face d'elle, a dit que sa sœur avait un nom très agréable. Alors pourquoi Chu a-t-elle reçu un nom aussi laid que Yuan Jiao? La jeune fille s'est mise en colère, a serré les poings, et un autre panneau est apparu, point de rage reçu de Chu Yuan Jiao plus 666. Elle a crié que Shuyan avait changé son nom. Son vrai nom était JTIE. Xuan a dit qu'il n'aurait jamais pensé que sa jeune et froide épouse aurait un nom aussi rustique. Il a demandé pourquoi Chu elle-même n'avait pas changé son nom. La jeune fille, croisant les bras, a répondu avec zèle qu'elle le voulait vraiment, mais ses parents ne l'avaient pas permis. Il n'avait pas non plus permis à sa sœur, mais sa sœur l'a fait quand même et ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Le gars a joyeusement regardé les points de rage augmenter, plus 666, plus 1,99. Chu a mis ses mains sur sa taille et a dit qu'elle n'était pas venue pour une conversation amicale. Elle voulait enfin régler ses comptes. Xuan a agité ses mains nerveusement et a dit qu'hier n'était qu'un malentendu.
La jeune fille a crié qu'il était monté directement dans son lit et que cela ne pouvait pas être considéré comme un simple malentendu. Xuan a demandé pourquoi elle ne l'avait pas arrêté immédiatement ou appelé les gardes. De plus, il a dit qu'il n'était même pas intéressé par elle. Elle n'était encore qu'une enfant. Point de rage plus 99. Chu a secoué son poing et a crié avec colère qu'elle était en fait assez vieille. Le gars a demandé pourquoi elle voulait lui faire du mal. Pour la taquiner, il s'est curé le nez juste devant elle. Apparemment, elle avait complètement oublié qu'il était le mari de sa sœur. Xuan a ajouté qu'avec un si mauvais caractère, personne ne voudrait l'épouser. La jeune fille a agité ses bras et lui a crié dessus. Appuyant son coude sur la table, Xuan a souri et a ajouté que ses poings étaient très petits. Chu a frappé de toutes ses forces et a commencé à frapper le fiancé de sa sœur. Elle l'a frappé plusieurs fois jusqu'à ce que du sang coule de sa bouche. Puis elle a violemment jeté Xuan si fort qu'il a rebondi sur le sol comme une balle. Il était allongé sur les carreaux fissurés avec un œil au beurre noir et a demandé de quoi il s'agissait. Chu a épousseté ses mains et a souri en disant que le faible se surestimait. Elle a sifflé et a regardé vers le coin de la pièce en appelant, souvent malade. Le zone battu a eu du mal à se relever, une grosse blessure sur sa joue. Il se demandait quel genre d'homme répondrait à un tel nom. Soudain, une patte poilue et une gueule baveuse avec des dents pointues sont apparues. Un énorme chien en colère et un tablier rose et un nœud ont fait irruption. Les yeux de Chu se sont illuminés. Xuan a juré et a sauté en arrière. Quel genre de chien monstrueux est-ce? La bête a bondi en grognant furieusement. Crash. Ran criant qu'il ne devrait pas s'approcher de lui, mais le chien l'a poursuivi follement autour de la table. Chu a pointé du doigt et lui a ordonné de sauter. Le chien a sauté par-dessus la table, les dents découvertes. Zone s'est rendu compte que les choses allaient mal. Il a rapidement appuyé ses doigts sur le clavier derrière lui et a appuyé sur le bouton B. Une étagère vert clair s'est évasée autour de lui. De toutes ses forces, il a tailladé le chien avec un couteau. Du sang a jailli de sa gueule alors qu'il s'effondrait sur le sol. Chu a couru en pleurant en demandant comment il allait. Xuan a demandé s'il était mort. Elle a crié qu'il avait tué son chien. Point de rage plus 233. Zan a murmuré qu'il pensait qu'il ne s'en sortait pas trop mal. Furieuse, des flammes ont brûlé autour de Chu alors qu'elle criait qu'elle vengerait Sycophène. Elle a fouetté Zan. Ses vêtements se sont déchirés, une énorme marque rouge s'est enflammée sur son côté et du sang a coulé. Écrivant sur le sol, il a crié de douleur. Zhu a agité le fouet et a souri en disant que c'était le fouet de la lamentation, un cadeau de sa sœur, qui pouvait multiplier la douleur par 10. Peu pouvait l'endurer longtemps. Zoan a gémi, désespérant de devoir souffrir avec une technique aussi tourmentante. Combien de douleurs dois-je encore endurer pour progresser? La jeune fille aux cheveux verts a gloussé, désireuse de tester ses limites. Assise sur une chaise, le fouet à la main, elle a proposé un pari. S'il endurait 3 coups de fouet sans faire de bruit, elle lui pardonnerait d'avoir tué le chien. Xuan pensait qu'elle était un démon. Avait-il l'air d'être une sorte de pervers? Il s'est assis sur le sol en s'appuyant sur sa main et a supplié qu'on lui donne le temps de se préparer. Il a sorti un artefact et a demandé à la jeune fille comment l'utiliser. Elle a dit qu'il avait juste besoin de le frotter sur n'importe quelle partie de son corps. Chu a étiré son fouet et lui a crié de se dépêcher. Il s'est frotté la main avec l'artefact et a gémi. Xuan a écarté ses bras et a déclaré qu'il était prêt. Chu l'a fouetté de toutes ses forces. À son grand choc, la douleur est devenue étrangement agréable. Il pouvait à peine retenir ses gémissements. 2 profondes cicatrices marquaient déjà son corps. Chu se délectait de sa souffrance et exigeait qu'il crie, sans se retenir. Mais Xuan, à 4 pattes, la suppliait de le frapper encore. Elle hésita, incapable de croire que quiconque puisse supporter l'agonie du fouet. Les coups envoyèrent Xuan dans une étrange vision. Il se vit devant une porte violette géante encadrée d'or. En l'ouvrant, il fut baigné d'une lumière brillante entourée de papillons roses. Est-ce le paradis? Se demanda-t-il. En réalité, il était toujours accroupi sur le sol, les fesses en l'air, gémissant de plaisir. Shustov était figé, se demandant si son fouet était cassé. Xuan revint à la réalité et demanda s'il avait gagné. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle lui demanda de tester le fouet sur elle. Xuan cligna des yeux, choqué. L'autorisait-elle vraiment? Elle hocha la tête mais lui dit de ne pas frapper son visage. Agenouillée et appuyée sur la table, elle se prépara. Xuan cria pour qu'elle s'accroche et la frappa sur les fesses. La fille cria en se tenant de douleur. Il lui dit que ce n'était qu'un coup léger, bien plus faible que les siens. Les larmes aux yeux, elle demanda pourquoi il n'avait pas crié alors que même un coup léger lui faisait si mal. Xuan prit un air sérieux et répondit simplement, « Parce que je suis un homme ». Chu le regarda avec étonnement et admit qu'elle l'avait sous-estimé. Pourtant, elle avertit que le meurtre de Sik serait rarement pardonné. Caressant sa zone sensible, elle se tourna pour partir, mais Anne l'arrêta. Il implora pour quelques coups de plus. Elle resta bouche bée, choquée. Il proposa ensuite un autre pari. S'il gagnait, elle oublierait cette nuit. S'il perdait, il serait son punching ball pendant un mois. Intriguée, elle accepta. Rouge alors qu'il se penchait sur la table, elle le traita de pervers mais recommença à le fouetter. Coup après coup, jusqu'à ce qu'elle-même en soit gênée. Xuan releva alors la mise. S'il gagnait à nouveau,
elle devrait l'appeler beau-fils. S'il perdait, il serait son punching ball pendant toute une année. Elle accepta. La raclée continua jusqu'à ce qu'elle ne puisse finalement plus supporter. Haletante, elle réalisa que Xuan était un vrai pervers. Attrapant son chien mort, elle s'éloigna en tempêtant. Xuan cria après elle qu'elle lui devait encore 2 coups. Quand elle l'ignora, il hurla, « Puisque j'ai gagné, tu dois m'appeler beau-fils. » Elle ne répondit pas, partit simplement. Soudain, un vieil homme apparut. Il annonça que Xuan avait atteint le 3e stade du 2e niveau. Surpris, Xuan sursauta et demanda combien de temps grand-père se tenait là. Le vieil homme l'ignora, se contentant de remarquer que l'endurance du fouet avait multiplié le durcissement de son corps plusieurs fois. Xuan était trop occupé à se demander pourquoi diable il regardait tout ça. Avant qu'il ne puisse poser de questions sur la 3e étape, sa vision se brouilla. Un message système apparut, l'effet boule de plaisir a expiré. 2 utilisations restantes. Il se réveilla sur un lit de camp. Le vieil homme était assis à côté de lui, disant que Xuan avait des qualités uniques, et que sa détermination à endurer la douleur l'excitait. Secrètement, le vieil homme pensait, plus vite ce garçon deviendra fort, plus tôt je pourrai saisir son corps. Il plaça 2 flacons sur le lit, un pour les plaies externes, un pour les blessures internes. Xuan le remercia sincèrement. Le vieil homme dit de ne pas s'inquiéter. Bientôt, il comprendrait. Quand il fut seul, Xuan ouvrit le clavier. Ses points de rage avaient atteint 144, assez pour 14 tirages au sort. Pendant ce temps, devant la porte, la servante Chou jeta un coup d'œil. Le voyant agiter sa main en l'air, elle pensa qu'il était fou. En regardant les marques de fouet, elle murmura qu'avec de telles blessures, il ne durerait pas longtemps. Mieux vaut qu'il meure aux mains de sa maîtresse qu'aux siennes. Elle ne voulait pas laisser de traces. Elle retourna dans sa chambre, alluma une bougie et écrivit une lettre secrète. Elle était adressée au jeune maître, l'assurant que Madame Chou était toujours pure et innocente. Elle promit qu'éliminer Xion ne posait aucun problème, mais avertit que Madame Chou devenait méfiante, le plan devait donc se dérouler rapidement. Elle attacha la lettre à la patte d'un oiseau et l'envoya. À ce moment-là, Zhang tournait joyeusement la loterie. La fille du système était assise à proximité et demanda pourquoi il se lavait les mains si longtemps. Il répondit sérieusement que la chance ne venait jamais d'elle-même. Il appuya sur le bouton du prix. Une clé violette s'alluma. Il avait reçu l'élixir de la foi en frère Shinyan. Fou de joie, Zhang déclara que la richesse et le pouvoir étaient inutiles si vous étiez toujours un perdant. Le système expliqua qu'il y avait un dicton, croyez au frère Shin et trouvez l'immortalité. L'élixir le remplirait d'énergie vitale. Il a appuyé de nouveau et a eu une pilule. Le système a expliqué qu'elle purifierait sa moelle osseuse et renforcerait son corps. Il l'a avalé immédiatement. Son corps avait l'impression d'être déchiré, mais le tableau de bord montrait une amélioration massive. Des souvenirs de l'ancien propriétaire du corps lui sont revenus à l'esprit. Xuan s'est dit, pourquoi un tel inconnu serait-il marié dans le duché le plus riche de Bright Moon? Cela fait sûrement partie d'un plan plus vaste. Sa vision a pris fin. Un serviteur a versé de l'eau sur lui en lui ordonnant de se lever car sa femme l'attendait. Enragé, Xuan a crié sur le serviteur pour avoir versé de l'eau sur son maître. Le serviteur s'est contenté de ricaner, demandant pourquoi Xuan agissait avec autant d'arrogance alors qu'il ne pouvait rien faire du tout. Alors Yoon s'est levé et a tiré la langue à Xinu, disant que si le type essayait de le frapper, il lui casserait le bras. Wuo n'a pas attendu de réponse. Il a frappé le serviteur au visage si fort que le serviteur est tombé. Puis Wuo a demandé en se moquant pourquoi tout le monde voulait qu'il frappe quelqu'un. La servante s'est mise en colère et a dit qu'elle allait le tuer. Soudain, le commandant de la garde est apparu. Il a demandé au serviteur ce qui se passait. Zion a immédiatement essayé de se justifier. Il a dit pitoyablement qu'il avait soigneusement réveillé Jonia, mais que Jonia l'avait frappé au visage. Se tournant vers le commandant, Jonia a montré sa blessure et a dit que Jonia lui avait cassé le nez. Le commandant s'est mis en colère en disant que tout le monde attendait les appareils, mais Xuanya non seulement n'y allait pas, mais se battait aussi. Mais lorsque le commandant s'est tourné vers Xuanyu, il a vu qu'il était allongé sur le lit, couvert de blessures causées par le fouet de lamentation. Choqué, il s'est exclamé que le jeune maître était gravement blessé. Xuan a fait une mine pitoyable et a tristement dit qu'il ne pouvait même pas se lever. Le commandant s'est ressaisi et a immédiatement ordonné une civière pour le jeune homme. Wu était un peu choqué. Il n'avait pas imaginé qu'il déciderait de l'amener comme ça. Bientôt, tout le monde était déjà réuni dans le hall. Ils se sont assis en cercle, et au centre, Zhang était allongé sur une civière. Tai Mayaman, la meilleure amie de Chuchujin, était dans le public. En la regardant, Zhang s'est rendu compte que cette fille n'avait aucune méchanceté. Soudain, une femme d'âge moyen aux cheveux rouges violacés s'est tournée vers le type. Elle lui a demandé s'il savait pourquoi il était là. Sans hésitation, Zhang a immédiatement répondu qu'il savait. C'était parce qu'il était allé au lit avec la sœur de sa femme. La femme a claqué sa tasse bruyamment sur la table et a crié que c'était un salaud. Comment osait-il lui parler avec autant d'effronterie? À ce moment, un tableau de bord est apparu avec 245 points de rage de Ken Wanzhou, une femme d'âge moyen. Xuan a répondu clairement qu'il comprenait. Il avait agi pire qu'un animal et méritait la punition la plus sévère. Sur ces mots, il a ouvert sa robe au niveau des côtes,
montrant des blessures de fouet. Il a expliqué qu'il avait expié sa culpabilité parce que la jeune femme l'avait personnellement puni avec le fouet de lamentation, et ce n'est qu'après cela qu'il a reçu son pardon. La femme s'est tournée vers son mari, les chefs de la famille Chu. Elle a dit que Han Xiao était, comme toujours, dans son propre style. Le mari a répondu que puisqu'Han Xiao l'avait déjà puni, il ne valait pas la peine de le punir à nouveau. Mais alors Chu Taisheng, le frère du chef de clan, a pris la parole. Il a dit qu'il y avait déjà beaucoup de rumeurs selon lesquelles ce garçon avait tué les deux sœurs. Leur clan était célèbre pour sa fierté. S'il fermait les yeux maintenant, il donnerait non seulement un mauvais exemple à la jeune génération, mais il perdrait également leur réputation. Soudain, Anja est arrivée en courant. Elle a commencé à défendre Jonia, disant qu'il ne lui avait rien fait cette nuit-là. L'oncle a dit qu'il la croyait, mais doutait que d'autres clans le fassent. Le père a crié sur sa fille. Elle n'était pas censée assister à cette réunion. Sa femme l'a arrêtée en lui disant de ne pas gronder l'enfant. Elle a appelé sa fille et lui a dit de ne pas écouter son père. La fille a couru dans les bras de sa mère. Han Jiao a ensuite expliqué qu'elle avait puni Zuan la nuit dernière avec 8 coups du fouet de lamentation et qu'il n'avait pas fait un bruit. Elle leur a demandé de lui pardonner et de ne pas le punir davantage. Zuan était très content. Ils avaient arrangé cela à l'avance. Il s'est dit que même si elle était un peu sadique, elle tenait parole. Puis le frère cadet, GWIPO, a pris la parole. Il a dit que la nièce était encore trop jeune et que sa réputation de fille non mariée était importante pour le clan. Que penseraient les gens s'ils apprenaient qu'elle avait fouetté son beau-frère? L'ami de Chu Jin a soudainement pris la parole en disant, à moins que le fouet de lamentation n'évite le coup 10 fois, peut-être que son mari est un maître caché. Chu Jin l'a contredit en disant que son mari ne connaissait même pas les arts martiaux. L'oncle a ensuite rappelé à tout le monde le pouvoir du fouet. Personne ici ne pourrait endurer ne serait-ce que 8 coups. Il a demandé comment Xian avait réussi à les supporter. Shijon a répondu qu'il ne semblait pas que son gendre ait beaucoup souffert. Il venait de se casser le nez. L'oncle s'est réjoui en disant que c'était maintenant clair. Zhang avait profité de la clémence de Wang Jiao. Elle ne l'avait pas beaucoup puni, alors il espérait que son frère le punirait correctement. Wang Jiao a continué à justifier Zanya, disant qu'elle lui avait bel et bien donné 8 coups de fouet. Mais soudain, un serviteur a interrompu en se précipitant avec un rapport. Une fille à l'extérieur faisait beaucoup de bruit et insistait pour rencontrer Zanya. L'oncle a demandé de quel clan elle était. Le serviteur a répondu, la cour rouge. À ce moment-là, Zuan était assis par terre, confus. Zhao se tenait à proximité et regardait. En voyant la nouvelle, elle a gloussé. Elle avait préparé ça à l'avance. Une jeune et belle fille a couru dans le hall. Elle s'est jetée sur Zahania, s'accrochant à lui, criant qu'il l'avait abandonnée. Elle a dit qu'il avait promis de l'abriter, elle et le clan Chu, mais qu'il ne lui avait même pas versé d'argent. Xuani était mécontent. Froidement, il a dit à la fille de se respecter. Il ne la connaissait pas. La dame de la famille Chu s'est mise en colère, demandant à Zanya de s'expliquer. Il a repoussé la fille de son bras et a dit qu'il le ferait. Il lui a demandé son nom. Elle a dit qu'il l'appelait habituellement Fleur de Printemps. Zan l'a arrêté et lui a demandé combien d'argent il lui devait pour sa promotion. En pleurant, elle a dit que cela blessait ses sentiments, mais a rapidement changé de ton et a exigé 30 pièces d'argent. Zuan a fait remarquer que c'était bon marché. Les deux oncles ont ri, disant que ses goûts étaient amateurs. Les ignorants, il lui a offert 300 pièces à la place et a dit que le reste servirait aux fiançailles. Tout le monde était choqué. La matriarche du clan voulait intervenir, mais son mari l'a arrêté. Puis Zuan s'est tourné vers sa femme pour lui demander si elle lui prêterait 300 pièces car il n'avait pas d'argent. Elle a immédiatement accepté, curieuse de connaître son plan. Les serviteurs ont apporté l'argent. Le montrant du doigt, Zuan a dit que c'était pour l'entretien de la famille. Son ancienne concubine s'était enfuie du camp militaire, mais il pensait qu'elle s'en sortirait. Le hall est devenu silencieux, confus. Xuanyu a ricané, demandant s'il ne savait pas combien sa femme l'aimait. Il a dit qu'elle ne l'abandonnerait jamais. Puis il a ajouté d'un ton moqueur que la dernière concubine avait été envoyée dans l'armée pour divertir les soldats tous les soirs. Kijin a immédiatement ordonné que la jeune fille soit emmenée dans un camp militaire. Les gardes l'ont traînée dehors alors qu'elle criait qu'elle ne connaissait même pas Jonia. Jonia a fait un signe de la main et a souri en lui disant de ne pas s'inquiéter, l'armée du clan qui prendrait bien soin d'elle. Alors qu'elle était traînée, elle a crié au serviteur au nez cassé qui lui avait dit d'accuser Jonia. Le serviteur l'a giflé pour la faire taire, mais le clan était furieux. Il a demandé au serviteur s'il était vrai qu'il avait ordonné le complot. Elle a également ajouté qu'elle pensait que c'était la maison du duc et que si elle l'aidait, elle pourrait gagner assez pour toute une vie. Le serviteur s'est rendu compte qu'il n'avait aucun moyen de se justifier. Puis il est tombé à genoux et a commencé à supplier grâce, disant qu'on lui avait ordonné de faire cela. Le chef du clan Chu a commencé à demander qui lui avait donné l'ordre. Il n'a pas vu que Chu se tenait derrière lui. Elle a menacé le serviteur avec une aiguille et a laissé entendre que s'il parlait, elle le tuerait. Le serviteur s'est mis à pleurer de peur et a dit qu'il n'avait pas vu la personne qui lui avait donné cet ordre. Le serviteur a expliqué qu'il n'avait pas vu que l'homme lui parlait de l'autre côté du mur et que l'homme l'avait soudoyé.
Le serviteur a également ajouté qu'il n'avait jamais aimé le fait que sa jeune maîtresse ait épousé une personne aussi inutile que Swan. Par conséquent, il a accepté cet acte, et maintenant il se repent et demande pardon parce qu'il sert le clan Chu depuis très longtemps. Le chef du clan a regardé Suanya et a dit qu'il semblait évident que le gars était accusé injustement. Étant donné qu'il a déjà été puni, cette question a déjà été résolue. En fin de compte, il a dit que personne ne continuerait ce qui s'était passé auparavant et que personne n'en parlerait à l'avenir. La femme a demandé à son mari s'ils allaient l'épargner. L'homme a répondu que, bien sûr que non, parce que Xuan s'est impliqué dans toutes sortes de sales affaires. Et afin d'éviter les problèmes à l'avenir, il devait l'envoyer étudier à l'Académie du Clair de Lune. La femme était tout à fait d'accord avec son mari. Elle a dit que c'était une excellente idée et que laisser le gars y aller pour étudier la littérature était une bonne chose parce qu'alors il pourrait au moins aider le clan Chu en tant que comptable ou quelque chose comme ça. Xuan était allongé sur un lit de camp dans sa chambre. Il pensait à ce qu'était l'Académie Bride Moon, mais le gars a immédiatement décidé de ne pas y penser car il valait mieux jouer à la loterie puisqu'il avait déjà accumulé 1646 points de rage. Soudain, Han Jiao a fait irruption dans sa chambre. Elle l'a appelé par son nom, mais il lui a immédiatement demandé de l'appeler beau-frère. La fille avec un sourire narquois sur son visage a dit qu'elle ne le ferait pas. Puis le gars lui a demandé pourquoi elle était venue en courant ici. Anja a rougi et a dit qu'elle était venue s'excuser auprès de lui. Elle a également ajouté que, selon leurs différends, elle oublierait ce qui s'était passé cette nuit-là et que, malheureusement, elle n'avait pas pu le protéger aujourd'hui et qu'il avait été puni. Xuan lui a répondu avec moquerie en disant qu'elle était encore un enfant et qu'il était normal qu'elle n'ait pas encore le droit de vote dans la famille. Après cela, il lui a ordonné de partir. Cette moquerie de Han Jiao lui a valu 66 points. C'est pourquoi il lui a dit tout ça. La fille était vraiment un peu en colère. Elle n'est plus une enfant après tout. Au moment de se séparer, Han Jiao a dit qu'à l'avenir, elle le protégerait à l'académie. Et si quelqu'un voulait se moquer de lui, alors le gars n'avait qu'à lui en parler car il était sous sa protection. Xuan a éternué aussi fort qu'il le pouvait. Il était assis sur une chaise longue et dans ses mains il avait une bouteille avec une substance dangereuse. C'était une bouteille de poison, une arme de jet. Cela provoquait la stupeur et l'impuissance chez tous ceux qui se trouvaient dans une petite zone, et cela ignorait également toute la protection des cibles en dessous du 5e rang. En regardant cette arme, le gars s'est demandé s'il ne s'attirait pas des ennuis. Puis soudain, sortie de nulle part, une jeune fille est apparue. Elle courait aussi vite qu'elle le pouvait avec une sorte de couverture et en criant, elle s'adressait à Xuan en tant que jeune maître. Courant vers Xuan, la jeune fille a dit qu'il semblait que le jeune maître avait attrapé froid, il devait donc mettre des vêtements plus serrés. Mais Xuan l'a arrêté et lui a demandé qui elle était de toute façon. La fille hésita un peu, puis demanda si le jeune maître ne la reconnaissait pas et ajouta qu'elle était une servante et son camarade. Après cela, Xuan demanda à la fille de l'appeler jeune maître plusieurs fois. Après cela, il était content et lui dit qu'elle était prometteuse. À la fin, il demanda quel était le nom de la fille. Elle répondit que son nom était Chang Shuping. Chang Shuping a dit que le vieux monsieur lui avait donné un tel nom. Elle dit que pendant qu'elle travaillait pour le vieux monsieur, il était gentil avec elle. Mais un jour, elle a été transférée à la cuisine. La fille pensa qu'elle avait peut-être involontairement offensé le vieux monsieur d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant qu'elle avait été nommée camarade du jeune monsieur, Chan Shuping n'eut pas le temps de finir car Xuan lui dit d'arrêter de parler. Soudain, Xuan demanda si Shuping savait pourquoi la famille Chu l'avait choisi comme gendre. La fille répondit qu'elle savait et ajouta que leur choix s'était porté sur lui car lorsque la jeune femme avait vu Juanya, qui était incroyablement beau, elle l'avait immédiatement choisi. Xuan pensa immédiatement que si Chu Qingyin l'avait choisi elle-même, alors il était possible d'exclure la possibilité qu'elle ait une intention meurtrière à cause d'un mariage de convenance. Mais ensuite, il pensa que quelque chose n'allait pas car Chu Yeon n'était pas stupide. Et bien que Xuan ait immédiatement rejeté ses pensées et justifié la fille en disant qu'elle l'avait choisie à cause de sa belle apparence et de son beau corps. Après ses pensées, Xuan demanda si Shuping savait qui était Zhu. La fille répondit immédiatement par l'affirmative et ajouta qu'elle était la servante personnelle de la jeune femme et demanda si le jeune maître essayait de le réunir avec Xuan. Xuan n'a pas aimé cette question. Il demanda à quoi diable Shuping pensait et si Zue avait grandi dans sa vraie famille. Shuping répondit que ce n'était pas vrai car mademoiselle Zue avait été ramassée dans la rue il y a 3 ou 4 ans. Alors Xuan demanda si Shuping connaissait les maîtres et combien il y en avait dans cette ville. Shuping répondit qu'elle connaissait les maîtres, mais malheureusement, ils n'étaient pas du tout ici. Et en laissant de côté Bright Moon City, elle doutait même qu'il y ait un seul maître dans toute leur commanderie de l'Inchuan. Xuan, qui buvait du thé à ce moment-là, l'a même recraché. Il était tellement choqué. Il demanda à nouveau à Shuping, et elle répondit que Xuan devrait savoir qu'il n'y a que 3 ducs dans la dynastie Zhu, un grand maréchal, un général des chevaux rapides et plusieurs rois. Eux seuls de tous sont des maîtres. Finalement, la fille ajouta qu'il y avait si peu de maîtres qu'il ne pouvait y avoir aucun maître dans leur ville. Xuan était terrifié. Il dit à Shuping d'arrêter et demanda s'il y avait un médecin miracle à Bright Moon City qui était connu dans le monde entier. Shuping répondit immédiatement qu'il y avait une telle personne et que c'était le médecin divin Ji,
le médecin le plus compétent de toute la commanderie de l'Inchuan. Zuan sauta immédiatement du canapé et en mouvement dit à la fille d'amener ce médecin à lui. Mais Chouping arrêta immédiatement le jeune monsieur et dit que docteur. Zuan prenait 10 queues d'argent pour les frais d'inscription. Zuan était choqué, mais ensuite les filles ont dit qu'il y avait un autre moyen de l'atteindre. Chouping et Zuan se tenaient dans une immense foule de gens. Zuan demanda à son ami pourquoi il y avait autant de gens ici, à moins qu'il n'y ait autant de riches à Bright Moon City. Chouping s'y opposa en réponse et dit que la plupart d'entre eux ne venaient pas voir le docteur J. Puis soudain, les deux gars devant ont commencé à crier et à demander où était mademoiselle J et pourquoi elle n'était toujours pas là parce qu'ils voulaient la voir. En entendant cette conversation, Zuan demanda immédiatement à Chouping si le docteur J était une fille. Chouping expliqua qu'elle était la fille du docteur J qui était non seulement très belle mais aussi douce et gentille. Elle consultait également des personnes en privé gratuitement. Par conséquent, la plupart de ces personnes ici ne sont venues que pour voir mademoiselle J. Zuan demanda sarcastiquement combien de filles Chouping avait vues dans sa vie, et il ajouta qu'il avait peur que la fille ait été seule pendant très longtemps, donc la femelle gorille dans ses yeux peut sembler extrêmement belle. Soudain, un cri retentit dans la foule que docteur. La fille de J allait sortir, mais ce n'était pas elle. Zuan était choqué. Un vieil homme vêtu de bas de nylon pour femme est sorti sur la place. Il demanda pourquoi tout le monde faisait autant de bruit aujourd'hui. C'était J Dentu. Toutes les personnes présentes étaient pétrifiées. Il ne s'attendait pas à voir un super médecin en bas. Après quelques secondes, J Dentu réalisa qu'il avait oublié de les enlever car ils étaient trop confortables. Embarrassé, il se retourna rapidement, rentra dans la maison et claqua la porte derrière lui. Après un moment, J Dentu sortit à nouveau. Un homme s'approcha et demanda où était Gong Jean. Le médecin demanda qui il était. L'homme répondit qu'il était Wong Fugu qui venait souvent lui demander de l'aide. Dans sa tête, le médecin pensait seulement qu'il ne se souvenait même pas de Wong Fugu et que c'était inutile. Il ne traitait que les riches et les jolies filles. Avec arrogance, J Dentiste a dit que très probablement cet homme ne l'avait jamais payé auparavant. Juan Fugo hésita un peu et admit que c'était vrai en disant qu'il n'avait été reçu que par mademoiselle J à quelques reprises. Soudain, le docteur J explosa en criant que c'était la raison pour laquelle il y avait si peu d'affaires ces derniers temps parce que sa pauvre fille donnait des soins gratuits. Il termina en criant à Wang Fugu de sortir. Quelqu'un dans la foule cria qu'il ne le cherchait pas mais mademoiselle J. J n'a pas à rétorquer que la fille n'était pas là parce qu'il l'avait envoyée en ville chercher des médicaments et a ajouté que tous ceux qui voulaient voir un médecin devaient soit payer sans queue, soit accomplir sa tâche. À ce moment-là, Swan intervint. Il demanda pourquoi le docteur J avait appelé sa fille une pauvre fille. Le médecin l'ignora. Pendant ce temps, Juan Fugo murmura qu'il ne pouvait pas se permettre sans queue et demanda au médecin de faire preuve de gentillesse. Quelques personnes se retournèrent et partirent. Docteur ricana, répondant qu'ils avaient tous la maladie de la pauvreté, qu'ils ne pouvaient pas guérir. Juan Fugo n'en pouvait plus. En partant, il cria que le docteur J n'avait pas d'éthique médicale. Soudain, un autre homme s'approcha en cachant un magazine dans son sein. Il dit à J qu'il avait apporté le dernier numéro du magazine Even and Earth. Les yeux du docteur J s'illuminèrent immédiatement et il se réjouit aussitôt. Après avoir pris le magazine, il dit joyeusement à l'homme de passer promettant de le revoir plus tard. Zuan était choqué. Était-ce bien normal? Il regrettait de ne pas savoir dessiner, sinon il aurait pu le soudoyer avec du fanard. Criant après le docteur, Zuan demanda pourquoi il avait laissé cet homme entrer gratuitement alors qu'il avait l'air en parfaite santé. Le docteur J répondit que si Swan voulait une consultation, il devait soit payer sans queue, soit terminer sa tâche. Il sortit un bout de papier sur lequel était écrit « Le brillant docteur cherche à améliorer la pilule caille. Pour cela, il a besoin de 10 lunettes de trou du cul de chacals inflexibles. » Swan perdit complètement son sang-froid. Le docteur rendait-il délibérément les choses impossibles? Le docteur J haussa simplement les épaules et dit qu'il ne le forçait pas. Si Xuan pouvait faire la tâche, très bien. Sinon, tant pis. Xuan se tourna vers Chouping, demandant pourquoi cet homme était si arrogant. N'avait-il pas peur d'être battu? Chouping l'avertit nerveusement de se taire. Il y a quelques années, certaines personnes avaient essayé d'utiliser la force, mais elles avaient toutes été battues à moitié à mort par le docteur J. De nombreuses personnes influentes l'ont même soutenu. Par exemple, chaque fois que le chef de la ville venait, le docteur J se comportait avec une politesse parfaite. Zuan grogna. Pourquoi ce type était-il si ennuyeux? Était-il vraiment impossible de terminer la tâche? Chouping expliqua qu'un chacal inflexible était au moins de 2e classe en force avec des chefs de 3e classe. Chasser même un seul était difficile, mais 10? Impossible. Pire encore, ils apparaissaient toujours en meute de 10 à des centaines. Chouping ajouta qu'on les appelait inflexibles parce qu'on ne pouvait jamais les distancer et qu'ils vous rattraperaient toujours à la place. Les combattre mettaient la vie en danger. Zuan soupira et dit à Chouping de rentrer, lui demandant de ne dire à personne qu'il était ici. S'enfuyant, la fille promit qu'il pouvait compter sur elle. Elle gardait toujours les secrets. Elle a même dit qu'elle quitterait le travail plus tôt. Zuan pensa sombrement qu'elle le trahirait probablement de toute façon. Plus tard, le docteur J était allongé sur son lit en train de lire le magazine.
Zuan s'approcha et demanda s'il pouvait vraiment guérir toutes les maladies. Le docteur G répondit que tout pouvait être traité sauf la pauvreté. Le type demanda alors ce qui se passerait s'il terminait la tâche mais que le docteur ne parvenait pas à guérir la maladie. J'ai jeté un coup d'œil au pantalon de Zuan et dit que s'il parlait de ce problème, alors oui, c'était incurable. Zuan paniqua et lui dit de se taire car tout le monde sur la place regardait. Mais il était trop tard. Tout le monde avait déjà entendu. Certains commencèrent à le plaindre en disant qu'il était encore si jeune mais déjà incurable. D'autres chuchotèrent s'il s'agissait d'une maladie vénérienne et si elle était contagieuse. Le visage de Zuan s'assombrit d'humiliation. Pourtant, il déclara qu'il terminerait la tâche mais exigea de savoir où vivaient les chacals. Le docteur G le railla, l'avertissant qu'il pourrait mourir, mais finit par lui lancer un médicament de guérison. Les chacals étaient trop dangereux. Cette bouteille pourrait lui sauver la vie. Zuan pensa langues acérées, cœur tendre. Cet homme était vraiment un docteur. Mais en réalité, le docteur J espérait seulement que si Zuan avait une potion, il irait plus loin dans la vallée et ne reviendrait jamais. Bientôt, dans une clairière, des filles bêtes avec des oreilles et des queues touffues jouaient. Les yeux de Swan s'écarquillèrent. Il était entré au paradis. Leurs queues et leurs oreilles étaient réelles, pas des accessoires. Fou de joie, il eut même un saignement de nez. Mais soudain, quelqu'un attrapa son épaule. Une voix grave demanda si ce frère venait. Se retournant, Swan vit un énorme homme aux larges épaules rayonnant d'une intention meurtrière, mais il ne le remarqua pas. L'homme sourit et demanda si Swan ne reconnaissait pas son frère. Il se présenta comme Mayu Waché disant qu'ils avaient autrefois bu et joué ensemble. Swan répondit qu'il se dirigeait vers la vallée des chacals. Mayu Waché dit qu'il y allait aussi et suggéra qu'ils voyagent ensemble. Mais secrètement, il pensa à la façon dont la dernière fois, Zuan avait terminé sa tâche par accident lorsqu'il avait été frappé par la foudre. Cette fois, il s'assurerait que Zuan soit mis en pièces par les trous du cul de chacal, de sorte qu'il ne reste même pas ses os. Alors qu'il marchait, Zuan traînait derrière lui en l'étudiant. Peut-être que cet homme savait qui avait tué l'ancien propriétaire du corps. Il demanda quel était le niveau de cultivation de son frère, ajoutant que les gardes près de la vallée semblaient impressionnés par sa force. Mayu Waché ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il attrapa soudainement Rohan par le cou en disant qu'ils devaient rester ensemble pour qu'il puisse le protéger. Secrètement, il pensa cette fois, Zuan, tu es fini. Zuan sourit et dit qu'il faisait complètement confiance à frère Waché. Sûrement, il pourrait vaincre n'importe quel ennemi puisqu'il était déjà au 3e niveau et plus fort que beaucoup de leurs frères. L'homme rit intérieurement de sa crédulité, mais fit semblant d'être humble à l'extérieur. Il admit que parmi leurs frères, seuls quelques-uns avaient atteint sa force. Cuissant était le meilleur d'entre eux. Zuan demanda si leur maître n'était pas plus fort que tous réunis. Waché commença à répondre que, bien sûr, le maître était le plus fort, mais se coupa en disant que Zuan ne comprenait pas la cultivation et qu'il était inutile de l'expliquer. Juste à ce moment-là, ils remarquèrent qu'ils étaient suivis. Waché disparut et réapparut derrière le poursuivant. Il demanda ce que frère Tang faisait ici. Tang rétorqua, demandant si Waché était venu pour le capturer. Waché a juste ri en disant que c'était impossible. Frère Tang lui avait sauvé la vie une fois et il lui devait tout. Tang était surpris qu'il s'en souvienne encore. Waché a répondu qu'un tel acte ne pourrait jamais être oublié. Mais il a ajouté qu'il y avait eu un petit malentendu entre leur maître et Tang. Tang a explosé de colère, criant que ce n'était pas un malentendu. Ils avaient volé sa femme et l'avaient menacé. Il ne pourrait jamais pardonner cela. Waché a rétorqué que Tang n'avait pas le droit de s'immiscer dans les différends avec leur maître. D'ailleurs, pourquoi se fâcher pour une simple femme? Tang a crié que leur frère l'avait traqué pendant des jours, et seule sa femme s'était inquiétée pour lui. Zuan resta figé, sous le choc. Il ne pouvait pas le croire. Son maître avait en fait volé la femme d'un autre homme par la force. Ensuite, Tang dit que Cher devrait l'aider. En retour, lorsqu'il arrivera dans sa ville, à sa résidence, il y a un endroit où il a caché une cachette juste sous la 9e brique. Si Cher l'aide, alors il peut partager la moitié de celle-ci avec lui. En entendant cela, Cher accepte, mais ensuite il regarde Zanya et dit à Tang qu'il reste encore du travail. Il doit emmener ce garçon à la vallée des loups. Tang dit qu'il aidera aussi dans ce travail. En les entendant tous les deux, Jonia commence à se tendre car maintenant ils se sont tous les deux associés et il s'est retrouvé coincé entre eux. Il ne comprend pas ce qu'il doit faire et pourquoi tous les ennuis lui tombent toujours dessus. Cher sort un poignard, mais au lieu de Jonia, il le poignarde dans la poitrine de Tang. Riant, il dit que quels que soient les points de contribution et l'argent, il ne veut en partager aucun avec qui que ce soit. Il prendra tout seul. Il dit ensuite à Jonia que Tang était un traître de sa secte, et qu'il avait reçu l'ordre que dès qu'il apparaîtrait, il devait être tué sur le coup. Zuania pense qu'il venait de dire que cet homme était son frère, mais juste devant ses yeux, il a été tué. Qui voudrait être son frère maintenant? Shear continue en disant que la vallée des loups est juste devant. Frère Jou, tu ne veux pas y aller? Jonia devient très nerveux en entendant ces mots, mais il dit quand même que le médecin divin lui a donné pour tâche de collecter du gubéiose, et c'est pourquoi il tente sa chance. Shear rit avec un sourire diabolique, disant que la dernière fois que Zanya s'est échappé, il n'a pas réussi à le tuer.
Mais cette fois, maintenant qu'ils se sont revus, il finira complètement son travail. Il tend la main vers Zania. Jonia réfléchit rapidement à quelque chose et fait soudainement quelque chose qui choque l'homme. Jonia commence à jouer la comédie, tombe au sol et commence à hurler de douleur. Voyant cela, Cher se moque de Jonia, le traitant d'extrêmement faible. Il l'insulte et le frappe même. Cher dit que la dernière fois qu'il ne l'a pas tué, il l'a même attaché à un arbre et l'a frappé avec la foudre, mais il n'est toujours pas mort. À cause de cela, son chef l'a réprimandé. Mais cette fois, sa chance ne sera pas si bonne. Cher presse son pied contre la tête de Jonia. Jonia lui demande si tout ce qui s'est passé ce jour-là faisait partie de son plan. Mais pourquoi veut-il lui faire du mal? En réponse, Cher dit que Zuania a provoqué des gens qu'il n'aurait jamais dû provoquer. C'est pourquoi des gens très puissants sont après lui. Zuania pense, qui veut me tuer? Et demande même qui il a provoqué. Mais Cher lui dit que ces questions ne doivent pas lui être posées. Il devrait plutôt les poser au roi Yama. Ensuite, Cher abaisse son poignard juste devant le visage de Jonia. En entendant ces mots, Jonia se demande pourquoi son ton est soudainement devenu si dur. Ensuite, Cher dit, si tu ne veux pas mourir rapidement, alors réponds à certaines de mes questions. Jonia demande, quelles questions? Cher demande, dis-moi, à quoi ressemble la première Miss? Est-ce que c'est très bien? Jonia dit, tu parles de ma femme? Il répond, oui, et dit que juste l'imaginer lui met l'eau à la bouche. En entendant cela, Jonia devient furieux. Il sort son poignard et attaque Cher, le blessant. À ce moment-là, elle réalise que Jonia est un cultivateur. Choqué, il demande, toi, tu es un cultivateur? Mais Jonia ne donne pas beaucoup de réponses. Au lieu de cela, il attrape les jambes de Cher, le traîne et le tire vers un immense gouffre sombre. Là, d'innombrables yeux peuvent être vus briller dans l'obscurité.